Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce nouveau Café Brousse. Donc, pour rappel, le Café Brousse, c'est un format du groupe de travail Pays en développement et biodiversité et qui permet aux membres du groupe de travail de partager leur expérience et leurs projets. Donc, aujourd'hui, on a Sébastien Dufillot, président de l'ONG des éléphants et des hommes et membre du groupe de spécialistes sur l'éléphant d'Asie de l'UICN, qui va nous présenter l'éléphant d'Asie au carrefour du patrimoine naturel et culturel asiatique. Et donc, pour vous rappeler rapidement les règles de fonctionnement, on va avoir une présentation d'environ 30 minutes de Sébastien et ensuite, on aura environ 30 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au fil de la présentation de poser vos questions ou dans l'onglet Conversation ou dans l'onglet Questions et réponses. Et sinon, à la fin de la présentation de Sébastien, vous pourrez lever la main et poser vos questions en direct. Et donc, sans plus attendre, Sébastien, je te laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup, Magali. Merci à tous et toutes de participer aujourd'hui. Donc, je ne vais pas me représenter, mais par contre, je vais aujourd'hui, j'ai choisi en fait un angle pour parler de l'éléphant d'Asie qui est un petit peu différent peut-être de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur l'animal. Et on pourra toujours parler ensemble de la biologie de cet animal, de son écologie, des défis de sa conservation aujourd'hui et du travail du coup de l'association des éléphants et des hommes et de son partenaire au Laos, qui est notre terrain de prédilection, qui est le centre de conservation des éléphants. Mais avant, voilà, je tenais à proposer une approche un petit peu différente, une approche un peu plus symbolique, un peu plus historique de notre relation en tant qu'humain avec cet animal, l'éléphant d'Asie, qui, à la différence de son cousin africain, a été capturé, domestiqué depuis des millénaires. Et donc, ça a créé une relation assez particulière avec cet animal. Donc, c'est une présentation qui va durer une vingtaine de minutes, mais qui est assez chronologique. Et je vous propose, je ne sais pas si vous voyez en fond cette présentation ou pas, Magali, c'est parce que comme tu sais, Ouais, j'ai des petits problèmes oui, d'écran, ouais. c'est bon, on voit Voilà. très bien. Donc, cette présentation, elle s'appelle L'éléphant d'Asie, un dieu enchaîné. Et c'est justement tout le paradoxe qu'on va un petit peu essayer d'éclaircir ensemble aujourd'hui et qui remonte eh bien, à l'aube des temps, à la préhistoire, à une époque où notre espèce était encore chasseur-cueilleur et donc on a eu une première relation à l'éléphant qui était en fait mêlée de peur et d'un besoin de survivre qui a créé ce premier lien avec l'éléphant d'Asie, ou en tout cas ses ancêtres aussi, hein, parce il y a eu pas mal d'éléphantidés dans notre histoire commune. Il ne reste aujourd'hui que deux familles, l'éléphant d'Afrique et d'Asie, mais il y en a eu beaucoup plus auparavant. Donc voilà, notre première relation à l'éléphant, ben, c'était un besoin évidemment de survivre, donc de le chasser pour se nourrir. Mais on était évidemment aussi probablement très effrayés par ces groupes d'énormes animaux dotés de défense en plus, qui peuvent courir à la vitesse d'un cheval, qui peuvent charger, qui n'ont pas de prédateurs, donc qui sont des animaux assez dangereux. Et pourtant, eh bien, on a suivi les traces des éléphants depuis les premiers âges de l'humanité. Voilà, c'était un mélange un peu de fascination, hein, puisqu'on retrouve tous ces dessins, ces peintures rupestres qui montrent des mammouths, des éléphants dans un grand nombre de grottes. Et voilà, on estime que cette première relation à l'éléphant était justement un mélange de fascination, de peur et de besoin de subsister. Donc, tuer un éléphant, c'était évidemment s'assurer une source de protéines énorme pour le clan. Et par ailleurs, il y a déjà eu à cette première époque de la préhistoire une sorte d'alliance indirecte entre les hommes et les éléphants, puisque en suivant les groupes d'éléphants, pour éventuellement en prélever un de temps en temps pour se nourrir,
on était aussi protégés par la présence de ces grands groupes d'éléphantidés, puisque peu de prédateurs s'attaquaient aux éléphants. Donc, il y a des chances qu'on ait bénéficié de cette protection. Et en suivant ces grands groupes d'éléphants qui piétinaient la forêt, qui ouvraient des espaces et des avenues dans ces forêts denses d'Asie du Sud et du Sud-Est, et bien, on suivait ces groupes qui allaient toujours vers les minéraux et vers l'eau. Donc, on a sans doute aussi bénéficié de ces bienfaits apportés par la présence des éléphants. Ensuite, on va avancer un petit peu dans l'histoire, au néolithique, donc 10 000 avant notre ère. Et là, c'est une époque à laquelle les humains se sédentarisent, où les humains développent l'élevage et l'agriculture. Et on pense que les premiers éléphants ont été capturés pour servir en fait d'éléphants de bas très très tôt dans l'histoire humaine. Et là, en fait, notre relation à l'éléphant, elle va évoluer d'une peur de cet esprit de la forêt vers une autre forme d'alliance, de coopération, puisqu'on va utiliser la puissance motrice et la force de traction des éléphants pour construire, pour transporter les personnes, pour transporter les biens, pour tirer du bois qui servait à fabriquer donc les villages et plus tard les cités antiques. Donc les premières preuves qu'on a, si on peut dire, de cette coopération entre les hommes et les éléphants, ce sont des sceaux de la vallée de l'Indus, des sceaux en terre cuite qui montrent des éléphants enchaînés. Et je crois qu'ils datent d'à peu près 5000 ans, donc 2500 ans avant notre ère. Donc il faut savoir qu'un éléphant, un éléphant d'Asie, ça peut tirer l'équivalent de son propre poids, donc de 3 à 5 tonnes. Donc c'est vraiment une machine extrêmement puissante, et donc ce rôle de l'éléphant va évoluer vers un moyen de production qui va aider les hommes en fait à construire, va les aider dans les travaux au champ, va les aider à se déplacer sur les terrains accidentés et très difficiles de cette région du monde. Donc on est fasciné à cette époque-là par sa force, par son intelligence et aussi par la nature de l'éléphant, hein, puisque l'éléphant vit en harde matriarcale. Donc il y a un petit peu une nature commune de cette vie en société déjà avec cet animal assez particulier. Cette relation donc qu'on établit avec l'éléphant depuis déjà plusieurs siècles, si ce n'est plusieurs millénaires déjà, elle va atteindre un niveau encore plus élevé, si on peut dire, avec l'Antiquité, où l'éléphant est utilisé à la fois sur le champ non plus agricole, mais le champ de bataille, et va devenir également un petit peu la propriété presque exclusive des souverains, des rois, des empereurs dans cette région du monde. Donc on voit ici quelques représentations des éléphants de guerre. Il y a eu des conflits assez connus comme la traversée des Alpes par Hannibal en 218 avant notre ère, ou la rencontre dramatique entre le roi indien Porus et Alexandre le Grand. Donc tous ces faits de guerre sont relatés et nous parlent de centaines d'éléphants sur le champ de bataille qui étaient utilisés justement pour effrayer l'ennemi lors des différentes campagnes guerrières. Donc cette relation, voilà, elle évolue encore hein, pour devenir un petit peu symbole de, si on peut dire, de prestige royal, de force militaire. Et ça atteint son apogée avec les empereurs moghols comme Akbar, qu'on voit ici défiler sur un éléphant, ou encore sur cette fresque qui, je crois, relate une des campagnes d'un Maharaja indien. Donc on voit toute la beauté, tous ces éléphants carapassonnés qui paradent et qui donc installent un peu le prestige régalien et la puissance militaire de ces souverains.
Donc, on a là un animal, bon voilà, ça, qui symbolise un petit peu voilà, la prospérité et la puissance d'un État. Donc, cette relation, elle est assez particulière parce qu'on la retrouve chez peu d'animaux, je crois. Et elle s'arrête pas là puisque cet animal, justement, fort de tous ces symboles, de tout cet accompagnement de l'espèce humaine à travers les âges, de cette symbolique royale, va évoluer encore vers une étape encore plus incroyable qui est celle de la sacralisation, notamment à travers le brahmanisme qui en fait une créature céleste, une créature qui est à l'origine de la création du monde. On peut voir ici une représentation de la création de l'univers chez les brahmanes avec ces 8 éléphants qui gardent les 8 points cardinaux de l'univers et sur lesquels repose la voûte céleste. Donc ces éléphants, ils sont voilà un peu sacralisés et il y a toujours une notion de relation à l'eau aussi chez l'éléphant dans le brahmanisme, puisque un de ces éléphants célestes, le plus célèbre, Airavata, qui est plus connu en Inde, en Thaïlande sous le nom d'Erawan, et qui a donné son nom au fleuve nourricier birman qui s'appelle l'Irrawaddy. Ben, cet éléphant a plusieurs têtes, à 3 têtes parfois, 6 têtes, 9 têtes, euh, et devient le véhicule du dieu Indra. Et Indra, c'est le dieu de la guerre et de la pluie. Donc il y a toujours cette symbolique de la fertilité des sols, de l'appel de la pluie, qu'incarne l'éléphant. Donc c'est une créature qui a un ancêtre aquatique et c'est une créature qui symbolise l'eau vraiment. D'ailleurs, il ressemble à un nuage. Donc on retrouve souvent dans les dépictions indiennes une relation entre l'éléphant gris, rond, qui a un barrissement un peu semblable au tonnerre. Il y a toujours cette identité de nature entre le nuage et l'éléphant et ce rapport à la fertilité et à l'arrivée de la pluie qui est toujours associée à l'éléphant. Ici, on voit ce même animal, Erawan, monté par Indra, dans sa symbolique de la royauté laotienne, par exemple. Parce que tous les pays d'Asie du Sud-Est ont été sous l'influence des religions d'origine indienne. Donc, cette image de l'éléphant, elle a été véhiculée comme ça à travers tous les pays, d'abord hindouistes, brahmaniques et ensuite bouddhistes. On voit ici en Inde une cérémonie avec la présence de l'éléphant qui est toujours de bon augure, qui va porter chance, qui va porter prospérité et fertilité. Et ici, une procession, alors là c'est la procession de la dent de Bouddha à Kandy, au Sri Lanka. Alors un autre dieu du panthéon hindou, c'est Ganesh, bien sûr, donc le dieu à tête d'éléphant, qui est le dieu des artistes, des lettrés, des voleurs aussi, qui est un dieu très, très populaire. Et donc là, on voit un petit peu l'apogée de l'incarnation de l'éléphant dans les déités du panthéon hindou. Et alors, cette divinité de l'éléphant, cette sacralité, elle se transmet ensuite à une religion qui vient un petit peu plus tard, qui est le bouddhisme. Et ici, ça c'est une image un peu fondatrice du bouddhisme Theravada, donc du petit véhicule, où on voit la reine Maya Devi qui donnera naissance au Bouddha historique, Siddhartha Gautama. Dans son dernier rêve avant d'accoucher, elle voit un éléphant blanc qui tient une fleur de lotus et qui va lui rentrer dans le ventre. Et le lendemain, elle accouchera du Bouddha. Donc, il y a un petit peu à ce stade-là quasiment identité de nature entre un être sur la voie de l'éveil et l'éléphant. Donc, l'éléphant est considéré comme un animal extrêmement intelligent, vertueux, sage, patient, intelligent. Et donc, tous ces attributs, toute cette symbolique très positive, on la retrouve dans l'iconographie, après, dans la symbolique de l'éléphant. On voit ici encore un autre épisode de la vie du Bouddha où l'éléphant va offrir de l'eau au Bouddha, ce qui va lui permettre d'atteindre le nirvana.
voilà, cette imagerie, cette symbolique, elle atteint vraiment une apogée dans les religions asiatiques, où on peut considérer l'éléphant comme un être, comme un quasi-dieu. Donc il est symbole de fertilité, de sagesse, c'est un être qui va être vénéré. Et on se pose donc la question de sa condition aujourd'hui, où depuis, on pourrait dire, le XVIIe, XVIIIe siècle, l'éléphant devient esclave. Donc il y a une chute dramatique de ce statut de demi-dieu à un être totalement exploité pour sa force physique, évidemment, mais aussi pour son ivoire, puisqu'il est chassé, pour ces deux incisives exubérante, et il est donc utilisé toujours pour sa force dans les travaux de bas, dans le débardage, et pardon, il est utilisé aussi pour le divertissement, dans le tourisme aujourd'hui. Donc voilà, cette espèce de paradoxe, cette chute inouïe entre un statut extraordinaire et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est toujours très présent dans le cœur des populations dans toute l'Asie. Il est toujours adoré et concomitamment, il est surexploité. On l'utilise à détruire sa propre maison, à détruire la forêt. On l'utilise pour notre profit, on l'utilise pour notre divertissement. Et évidemment, ensuite, on va aborder des sujets un petit peu plus classiques de la coexistence, la cohabitation entre notre espèce et cette espèce, l'éléphant d'Asie, Elephas maximus, dont il ne reste aujourd'hui qu'entre 40 et 50 000 individus, ce qui est à peu près 10% du cheptel africain, par exemple, malgré une histoire commune qui date de plusieurs millénaires. Donc voilà, je vais terminer la présentation sur cet état des lieux un petit peu dramatique, et ça pose la question de l'après, c'est-à-dire quel espoir on a à sauver cet animal emblématique de tout le continent asiatique, et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour lui assurer un avenir un petit peu plus glorieux. Voilà.